faut attendre le Moyen-Âge pour que de nouvelles techniques permettent de électrifier la production afin de faire des vitraux pour les églises par exemple. Mais globalement, pendant le Moyen-Âge en Europe, on stagne un peu du côté du verre, notamment parce que nous n'avons plus de bons matériaux pour travailler puisque nous sommes en guerre avec les pays qui nous en donnaient. En France, le premier vrai atelier qui fabrique du verre est créé au XIVe siècle, mais il faut attendre le XVe siècle. Désolée, Pour que le verre je trouvais que ça faisait un joli son. moins aujourd'hui fasse son apparition. Je suis persuadée qu'à un moment ou à un autre, vous avez tous expérimenté le fait de faire de la musique avec différents objets en verre. Que ce soit au moment de la cantine, en tapant sa cuillère contre son verre, lors de repas de famille, en faisant glisser son doigt sur le bord d'un verre à pied, ou en soirée, en soufflant dans une bouteille. Mais saviez-vous que, au cours de l'histoire, cette matière a été l'objet de différentes expérimentations musicales, que ce soit au niveau de l'étude de la physique du son, de la santé ou de la création d'instruments de musique plus ou moins inédits. Ces instruments ont même été une véritable mode et symbole de noblesse dans les salons bourgeois du XVIIIe siècle. Cette vidéo a été créée en se basant principalement sur le livre de monsieur Jean-Claude Chapuis, Glace Harmonica et autres instruments de verre. Si cette vidéo éveille votre curiosité et que vous voulez en apprendre plus sur ces instruments, je vous le recommande chaudement. Le principe d'utilisation musicale d'objets en verre sous forme de gobelet, bol, lame ou cône est dû à la mise en vibration de cette matière. Son timbre doux et cristallin séduit depuis de nombreux siècles. Il est possible de varier la hauteur du son en modifiant la taille et l'épaisseur du verre ou en le remplissant avec de l'eau ou de l'alcool, permettant ainsi de moduler la note. Mais qui dit liquide dit évaporation, apportant la contrainte de devoir réaccorder l'instrument régulièrement. La mise en vibration du verre a intéressé beaucoup de scientifiques à travers les âges. Ces observations ont permis de théoriser le phénomène vibratoire inspiré des réflexions de Pythagore sur le rapport entre son harmonieux et longueur de corde. Entre ces différentes techniques, nous pouvons citer les travaux de Galilée, qui étudia les proportions entre les vaguelettes qui se forment sur la surface de l'eau et les notes émises. J'ai souvent remarqué, avec un grand verre presque plein d'eau, que d'abord les vagues sont espacées avec une grande régularité, et lorsque, comme cela arrive parfois, le ton du verre saute une octave plus haut, j'ai noté que, à ce moment de chacune des vagues précipitées, se divise en deux. Un phénomène qui montre bien que ce ratio, comme l'octave, est de 2. Le détournement de ces objets en verre sous forme d'instruments de musique est très ancien. Il ne serait pas improbable de remonter ses premières productions sonores à la création du verre soufflé. Alors, sachant que ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas me lancer dans l'histoire du verre. Cependant, pour le contexte de nos instruments, le verre soufflé est apparu aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et si vous voulez en connaître plus sur l'histoire du verre, je vous renvoie sur cette ancienne vidéo de Nota Bene traitant du sujet. En premier temps, la rareté et la fragilité du produit devaient rendre son utilisation musicale assez rare. Le travail de cette matière, étant plus abrupt et épais qu'aujourd'hui, ne permettait pas d'émettre de son en frottant. On utilisait alors des baguettes. Leur première mention connue remonte aux alentours du 6e, 7e siècle après Jésus-Christ dans l'Orient, avec le Kama Sutra de Vatsyayana. Et oui, je vous l'accorde, ça me fait bizarre de citer ce livre dans mon émission. Il y est dit, entre autres, qu'une bonne épouse doit étudier seules les 64 pratiques qui appartiennent au Kama Shastra. Parmi elles, on y retrouve les arts comme le chant, la musique instrumentale, la danse, ainsi que les jeux de verre musicaux remplis d'eau. Du côté occident, vers 1492, une gravure dans le Theoria Musicae de Francinus Gaffurius représente Pythagore percutant avec des baguettes des verres remplis de liquide.
En 1583-1587, dans le livre de François Merlin, Recherche de plusieurs singularités, l'instrument est représenté dans une gravure manuscrite réalisée par l'organiste Jacques Sellier. Ou encore en 1738, dans le Musicus Autodidactus de Johann Philipp Esel, avec une gravure montrant un vérillon, l'appellation française de l'instrument, composé de 18 verres à bière accordés avec un liquide partant de sol 2 à do 5. Donc vous voyez, pas besoin d'investir trop cher pour se mettre à la musique finalement. Il suffit juste de ressortir vos chopines de bière. Une version à clavier est retrouvée en 1596 dans les actes de succession de l'archiduc Ferdinand II de Tyrol au château d'Ambras à Innsbruck, utilisant le système de marteau du piano avec une série de cloches en verre fixées les unes dans les autres à la place des cordes. Cette dernière serait conservée au Kunsthistorisches Museum à Vienne. Au début du XVIIIe siècle, plusieurs compositeurs reconnus composèrent pour le vérillon, comme Gottfried Heinrich Stölzel qui composa en 1732 une cantate pour vérillon, une soprano, 2 violons et un hautbois. Il faut attendre le XVIe-XVIIe siècle pour voir apparaître les premières pratiques de verre frotté. Car sans verre à pied, la mise en vibration en frottant est impossible, et jusqu'au XVIe siècle, ces modèles à verre étaient rares et réservés à l'aristocratie. Contrairement à ce que l'on pense, il ne faut pas nécessairement du cristal pour réussir à en jouer. Bien que cette technique frottée fût employée par différents musiciens, c'est Richard Puckrich qui fut reconnu par Benjamin Franklin comme étant le premier à développer avec talent cette technique. Puckrich était un instrumentiste reconnu et débrouillard. Il présentait un répertoire mêlant musique traditionnelle et variations de compositeurs célèbres comme Handel, Vivaldi, etc. Pendant presque 20 ans, il s'est produit en Irlande et à partir de 1744 en Angleterre. Il mourut le soir d'une prestation à Londres en 1759 avec son instrument l'Angélique Organe dans l'incendie de l'auberge où il résidait. En parallèle, au Royaume-Uni, la mode de la musique sur verre chantant se développa au point d'être critiquée comme étant une pratique snob. L'instrument objet en lui-même était un accessoire notable de tout intérieur bourgeois qui se respecte. Dans la seconde partie du XVIIIe siècle, le séraphin, autre variante des verres musicaux, devint un instrument très utilisé par les jeunes femmes de l'aristocratie, car sa pratique était signe de bonne éducation. Miss Anne Ford a une carrière musicale sur les verres assez courte, mais cependant très remarquée, de par son talent et son attitude jugée comme scandaleuse. En effet, elle refusa les époux proposés par son père, quitta la demeure familiale et elle devient indépendante en gagnant sa vie avec ses concerts, ce qui était très mal vu pour les jeunes filles de l'époque. Bien que moquée et caricaturée à cause de ses choix de vie, elle était aussi admirée par de nombreuses personnes pour ces mêmes raisons et son grand sens artistique. Miss Ford était compositrice, multi-instrumentiste et chanteuse de talent. Elle était intéressée par les instruments passés de mode ou relativement insolites. Et on se demande pourquoi je l'aime bien. Elle est particulièrement remarquée pour sa pratique de l'Angélique Organe, car elle mélangeait avec perfection et sensibilité le son cristallin de l'instrument au timbre de sa voix. De plus, elle apprit à jouer de l'instrument en seulement 4 semaines. Elle réalisa plusieurs concerts publics de 1759 à 1761. En 1761, Anne Ford publie la première méthode pour l'apprentissage des verres musicaux. On y retrouve des explications sur le choix et l'accordage des verres, la technique de jeu, des exercices et des partitions.
De par cette méthode, elle souhaite donner à tous la possibilité d'apprendre à jouer, dixit, du seul instrument dont on peut entendre les effets sans en connaître l'origine. Avec Pokrish, elle marque l'entrée des vers musicaux dans l'histoire de la musique. Par la suite, cette tradition perdura principalement dans les îles anglo-saxonnes, en Irlande et aux États-Unis, plus particulièrement dans les lieux de culte, avec des musiques rituelles réalisées par les hommes d'église. L'instrument permettait de remplacer l'orgue, souvent bien trop cher pour les petites paroisses, en attendant l'arrivée de l'harmonium, finalisé autour des années 1820. Le son cristallin de l'instrument, se rapprochant d'un chant céleste, permettait d'accompagner les paroissiens en exécutant l'essentiel mélodique et harmonique des cantiques. Son timbre angélique allait souvent de pair avec la vie et la croyance spirituelle. Grâce à son jeu vif et sa facilité de construction, il est très utilisé dans la musique populaire. Son aspect excentrique et insolite, ainsi que sa production sonore, séduit aussi bien l'oreille que l'œil et l'esprit. Depuis les années 1780, il est souvent utilisé de manière burlesque dans différents spectacles de cirque ainsi que dans des spectacles plus oculaires, fantasmagoriques, mélangeant lanternes magiques et jeux d'ombre. Au final, nous avons deux grandes formes d'instruments. La première, plus ancienne et plus accessible, est un assemblage de verres à pied dont la justesse est réglée avec du liquide. La deuxième avec des verres soufflés et accordés spécialement pour produire une note bien définie sans utiliser d'eau. Il existe également des instruments hybrides, utilisant ces deux principes pour permettre une plus grande polyvalence dans les tonalités. La qualité de l'instrument variant évidemment selon les revenus du musicien. L'instrument étant parfaitement modulable, il eut différentes propositions d'évolution et d'amélioration, en travaillant sur la qualité des verres, leur disposition et leurs différentes dimensions. Comme on peut le retrouver avec le mattophone, instrument inventé en 1844 par Jean-Baptiste Joseph Mattaux et médaillé à l'exposition universelle de Paris en 1855. La quantité de verres varie et il est également possible de faire des instruments de plus de 2 octaves avec plusieurs interprètes dessus. Certains modèles, comme le Ménia de John Tett de 1827, possèdent des verres avec une bande de peinture permettant de reconnaître les notes plus facilement. Mais cette couche de peinture restreint la vibration et atténue sa puissance. On retrouve bien entendu les verres musicaux dans différents pays, comme la France, l'Italie, l'Allemagne ou encore le Pérou, le Portugal, l'Espagne et l'Amérique du Sud avec le copaphone, copa signifiant verre. Et le glace harmonica dans tout ça ? Eh bien, très souvent, on confond les verres musicaux, Séraphin, Angélique Organe, avec le glace harmonica. Car nos verres à pied sont diapasonnés ensemble, c'est-à-dire accordés de manière harmonique, d'où l'utilisation fréquente du terme harmonica de verre. Le glace harmonica, quant à lui, est un instrument inventé par Benjamin Franklin. Le choix de ce nom est expliqué dans une de ses correspondances avec son ami italien Giovanni Battista Beccaria. Franklin lui confie qu'il trouve son invention particulièrement adaptée à la musique italienne, et en l'honneur de la langue natale de Beccaria, il décide de le baptiser harmonica, sans H pour harmonia, signifiant harmonie en italien. Depuis son invention, il est donc courant d'utiliser le terme d'harmonica ou harmonica pour désigner un instrument associant verre et musique. Cependant, la facture du glace harmonica de Franklin, qui présente les critères d'un véritable instrument conçu pour faire de la musique, reste différente des verres musicaux. Il reste facile de faire l'amalgame quand un article parle d'harmonica de verre. On a bien souvent du mal à savoir si cela mentionne le jeu de verres musicaux ou la création de Benjamin Franklin et ses différentes variantes. Ça, c'est une guitare, ça, c'est une guitare, ça, c'est une guitare, ça, c'est une petite guitare, et ça, oh, trop facile, c'est un ukulélé.
C'est en 1761 que Benjamin Franklin inventa le glace-harmonica, après avoir entendu en 1760 son confrère académicien et physicien Édouard Ussel de Laval pratiquer des vers musicaux. Séduit par le timbre cristallin de l'instrument, Franklin oriente ses recherches pour optimiser son système, résoudre ses problèmes ergonomiques et le rendre encore plus musical. Car Benjamin Franklin, homme politique américain faisant partie des pères fondateurs des États-Unis, est aussi écrivain, inventeur, critique musical, éditeur de partitions, musicien averti et chanteur. Et pour la petite anecdote, adolescent, Benjamin fugua à la maison familiale pour réaliser un de ses rêves: devenir interprète de chansons de corsaire. Il inventa un système de coupe en verre emboîtées les unes dans les autres, fixées sur une tige tournant sur elle-même. Il propose ainsi un instrument permettant de produire des notes filées, modulables en puissance, pouvant être maintenues sur une longue durée et permettant des accords plus larges et complets. J'ai seulement souhaité voir les vers disposés de façon plus commode et rassemblés dans un cercle plus étroit, en telle sorte de pouvoir contenir un plus grand nombre de notes et que toutes soient atteignables par la main d'une personne assise devant l'instrument. Un système de rotation est mis en place. On utilise une pédale à la manière des anciennes machines à coudre, ou de pédales comme le système de l'harmonium. Une manivelle peut être également employée, mais à moins d'avoir un assistant pour s'en occuper, elle empêche le musicien d'utiliser ses deux mains. Les grandes cloches demandent une rotation lente, contrairement aux petites cloches qui ont besoin de vitesse pour être mises en vibration. Cela rajoute une difficulté technique supplémentaire pour adapter la vitesse de rotation selon la taille de la cloche. Concernant les cloches, Franklin passe des commandes spéciales chez un verrier. En premier temps, pour une seule note, il fait faire 6 cloches et n'en garde qu'une seule. Étant donné que l'instrument est composé de 37 notes, cela fait donc une commande de 222 cloches soufflées. Pour abaisser la note, il faut réduire l'épaisseur du verre. Pour augmenter la note, il faut réduire la hauteur de la cloche. Pour différentes contraintes en rapport avec la physionomie de l'instrument, la fabrication et l'entretien des cloches, Franklin préfère baisser la note en jouant sur l'épaisseur du verre plutôt que sur la hauteur de la cloche. Car cette dernière technique risque de les fragiliser et de déséquilibrer leur emboîtement qui se joue au millimètre près. Pour se repérer entre ces nombreuses cloches, on y gravait à la pointe d'un diamant le nom de la note. Bien sûr, au fur et à mesure du temps et des expérimentations, Franklin affine ses dimensions et optimise ainsi ses commandes. Pour se repérer sur le clavier, l'intérieur des 7 cloches correspondant aux notes de la gamme est peint selon les 7 couleurs de la lumière diffractée en hommage à Isaac Newton. Les demi-tons, quant à eux, restent transparents. Cette technique est d'ailleurs toujours utilisée de nos jours avec, par exemple, le jeu de lames sonores que j'utilise pour mes élèves d'éveil musical. Avec le do rouge, le ré orange, le mi jaune, le fa vert, le sol bleu, le la indigo et le si pourpre. Et c'est en 1762 qu'il présenta pour la première fois le glace-harmonica au public. Et il en était fier de son instrument. Il passa le reste de sa vie à le présenter et le vanter avec enthousiasme à qui veut l'entendre, en s'accompagnant avec lorsqu'il chantait, n'hésitant pas à échanger sur sa fabrication et son évolution. Au niveau du répertoire du glace-harmonica, bien qu'il effectue de nombreuses adaptations d'œuvres écrites pour pianoforte, il possède plusieurs pièces lui étant dédiées en solo, duo, avec chant et ou orchestre. Parmi ses compositeurs, nous pouvons compter Carl Philipp Emanuel Bach, le deuxième fils de Jean-Sébastien Bach, mais également Wolfgang Amadeus Mozart avec l'Adagio en Do mineur et Rondo en Do majeur K617. Ou encore Ludwig van Beethoven avec une musique de scène pour la pièce Léonore Prohaska, Mélodrame. Tout comme son paratonnerre, Franklin ne déposa pas de demande de patente pour son instrument, le laissant à disposition de tous souhaitant partager le plaisir qu'il a ressenti en écoutant la prestation de Laval pour la première fois. C'est ainsi que l'instrument eut de nombreux dérivés et améliorations comme, par exemple, le clavicylindre du physicien Chladni en 1793, le mélodion de Jean-Chrétien Dietz en 1805, le piano harmonica de Tobias Schmidt qui construisit aussi la première guillotine au passage, ou encore le hydrodactylopsychique harmonica. Il fallait à tout prix que je casse ce mot dans cette vidéo.
Les techniques de fabrication, les formes, les systèmes d'accroche, le nombre et l'accordage des cloches diffèrent selon les facteurs. Différents timbres sont possibles grâce à diverses compositions de mélanges variés, développant ainsi l'éventail sonore de ces instruments. Le repérage visuel à base de peinture se voit remplacé par des bandes dorées pour visualiser les altérations, système repris par beaucoup de fabricants par la suite. 1 ou 2 axes de cloche peuvent être mis en place permettant de passer de l'harmonica simple au double. Afin de résoudre plusieurs difficultés de l'instrument, un clavier est très rapidement proposé. Il permet de faciliter l'apprentissage, de développer une musicalité plus précise et de préserver l'instrumentiste des vibrations dites néfastes pour lui. Bien que ce dernier système soit adopté par plusieurs facteurs et concertistes, des problèmes de cliquetis viennent gâcher le son. La complexité de fabrication et de réglage du clavier ajoute un coût supplémentaire à l'instrument déjà bien onéreux, le laissant accessible qu'aux musiciens les plus fortunés. Tiens, revenons sur cette histoire de vibration néfaste pour le musicien. Au XVIIIe-XIXe siècle, on étudie de plus en plus le rapport entre vibration, musique et santé humaine. Selon le Tantanen David Soni et Musices in Corpus Humanum de 1758 écrit par Josefo Ludovico Roche, les sons créent des vibrations, ces vibrations créent des tourbillons d'atomes, ceux-ci compressent les nerfs, les vaisseaux et dans la mélancolie en particulier, occasionnent le transport excessif de bile. Dès son arrivée sur le continent en 1765, le glass harmonica fascine et intrigue, mais les préjugés et les rumeurs se font vite connaître, le rendant de plus en plus impopulaire. Plusieurs musiciens pratiquant l'instrument développèrent des états dépressifs sévères. En 1787, le facteur musicien passionné Carl Leopold Rolling est l'un des premiers à lancer l'alerte. Il se plaint de tomber régulièrement dans la mélancolie au point d'en être misérable. Il remarque que son état s'améliore quand il s'arrête de jouer du glass harmonica pendant une période et qu'il sombre à nouveau quand il reprend sa pratique. On accuse les vibrations de l'instrument de nuire à la bonne santé mentale. Son écoute prolongée peut, soi-disant, atteindre les personnes trop sensibles au point d'en faire des syncopes et abattre les hommes les plus robustes. Mais Rolling prétend aussi que les vibrations transmises par les extrémités des doigts en contact direct avec le verre échauffent les fibres nerveuses et ont des effets physiologiques visibles, d'où le rajout du clavier sur plusieurs instruments. Cependant, l'état dépressif de ces musiciens, ne touchant pas tous les interprètes de glass harmonica soit dit en passant, peut être expliqué par les conditions de vie d'artistes particulièrement compliquées à cette époque, couplées à la période anxiogène des guerres napoléoniennes. La rumeur sur l'état dépressif dû au jeu du glass harmonica fut entretenue par les littératures psychiatriques du XIXe siècle, alors que l'instrument avait quasiment disparu en 1830. Une autre croyance tenace encore de nos jours accuse le saturnisme, maladie pouvant être contractée lors d'une exposition au plomb. Certes, plusieurs maux de musiciens malades, comme la fatigue, rentrent dans la longue liste des symptômes du saturnisme, mais aucun autre symptôme en rapport avec la maladie n'a été constaté chez les différents cas. D'autant plus que les premiers glass harmonica sont fabriqués en cristal de Bohême, ne possédant aucun oxyde de plomb dans sa composition. Si saturnisme il y avait, il est préférable d'accuser les couverts et les tuyauteries domestiques de l'époque fortement chargées en plomb. Mais les effets des vibrations du glass harmonica ne sont pas tous jugés comme négatifs. Il semblerait qu'ils possèdent des vertus bénéfiques et relaxantes, à condition de ne pas en abuser bien sûr. Son utilisation à des fins thérapeutiques par Franz Anton Mesmer, fondateur de la théorie du magnétisme animal, également appelée mesmérisme, est censée soigner vapeur, hypocondrie et hystérie. Cependant, la pratique de Mesmer, jugée par la suite comme étant du charlatanisme, nuit à l'image de l'instrument. Et il n'est pas étonnant de voir que le glass harmonica, souvent montré du doigt comme étant capable de manipuler les émotions, avait une forte réputation dans le milieu ésotérique, spirituel, voire sectaire de cette période romantique. Sa musique dite comme divine et céleste était parfaite pour la méditation et la transcendance, et elle ne pouvait laisser indifférents les personnes en quête de spiritualité. Ainsi, nous retrouvons sa présence dans certaines loges de francs-maçons. En effet, plusieurs de ces instrumentistes de l'époque étaient des francs-maçons connus, dont son inventeur, Benjamin Franklin. Mais la mauvaise réputation de ces sociétés secrètes nuit à la réputation de l'instrument au même titre que le mesmérisme.
Outre toutes ces croyances et rumeurs qui tournent autour du glass harmonica, il est aussi critiqué pour ses différents soucis techniques, comme une vélocité limitée, une émission de notes non voulues et une faible puissance sonore, et ce malgré plusieurs tentatives d'amélioration. Et l'arrivée de la musique romantique au XIXe siècle, quittant les petits salons pour les grandes salles de concert, utilisant des instruments plus modernes ayant une forte capacité sonore, ne répondait plus au chant doux et léger du glass harmonica. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, on remarquera que l'arrivée de cette époque romantique enclenchera le déclin de beaucoup d'instruments adulés à l'époque baroque, comme le clavecin, la viole de gambe, la musette, etc. Tous étaient critiqués pour la même chose, le manque de volume sonore et des nuances pas assez prononcées. Pour notre glass harmonica, sa mise en vibration considérée comme lente et son intonation paresseuse ne suit plus les demandes de cette nouvelle tendance. Il sera remplacé dans les orchestres symphoniques par des instruments comme le glockenspiel ou le celesta. Son prix et sa fragilité ne jouent pas en sa faveur. Son transport et son entretien deviennent un véritable inconvénient, surtout quand on doit réaliser une tournée de concert. Tous ces facteurs réunis mènent à la quasi-disparition de l'instrument aux alentours des années 1835. Cependant, l'instrument eut de nombreuses évolutions et adaptations avec de multiples inventions autour de l'idée musique et vers. Ernst Florenz Friedrich Chladni est l'un des pères fondateurs de la science acoustique. Il rédigea un traité de physique sur l'acoustique qui sert de référence encore de nos jours. D'ailleurs, ces vidéos que vous avez peut-être vues passer sur internet sortent tout droit des travaux de Chladni. Il explore différentes pistes dont le phone créé en 1790. Il décide de transformer l'instrument en utilisant le verre, sous forme de tige, comme étant excitateur et non corps sonore, contrairement à l'invention de Franklin. Ce corps sonore est remplacé par un système de tige en acier. Le phone inspirera en 1952 les frères Bernard et François Bacher avec le cristal Bacher, en rajoutant à l'idée de Chladni des résonateurs. Ils proposèrent un instrument relativement contemporain aux aspects futuristes. À côté de ça, des instruments s'éloignant complètement de notre glass harmonica, mais utilisant le principe du verre, virent le jour. Le glasscore, créé en 1783 par Beyer, est un instrument se rapprochant du piano, mais les cordes frappées par des marteaux sont remplacées par des lames de verre. D'ailleurs, il sera victime d'une confusion avec le glass harmonica version clavier, sauf que l'harmonica à clavier est frotté et non frappé, contrairement au glassicor. L'harmonicon glassis, une sorte de glockenspiel possédant plusieurs lames de verre à percuter, fut inventé par Ironmonger vers 1825. Il est également présenté régulièrement sous le nom d'harmonica. En tout début de vidéo, je vous ai parlé de l'utilisation du verre sous forme soufflée. Car en effet, des flûtes utilisant cette matière existent depuis bien longtemps. L'une de ses plus anciennes traces remonte au XVIe siècle, avec la présence de 3 flûtes en verre dans l'inventaire des collections d'Henri VIII. On retrouve dès 1555 des orgues ornés de tuyaux de verre. Mais pour aller encore plus loin, nous avons au début des années 1870 le pyrophone ou orgue à feu de Kästner, présenté avec succès à l'exposition universelle de Vienne en 1873, remplaçant le principe de l'air par la flamme. Cette dernière produit un son en passant par un tuyau, et je trouve cet instrument particulièrement classe. Comme précisé précédemment, le glass harmonica fait partie de ces instruments qui ont été très populaires mais très vite oubliés à partir de l'époque romantique, jusqu'à quasiment disparaître. Contrairement à des instruments comme la viole de gambe qui retrouvent maintenant une seconde jeunesse, les instruments de verre vont avoir du mal à retrouver leur gloire passée. Mis à part quelques représentations assez burlesques ou satiriques. Ils ne sont pas pour autant effacés et ils restent assez discrets dans notre paysage musical contemporain.
Depuis 1982, c'est grâce au maître verrier Gerhard Fickenbeiner et à Bruno Hoffmann, musicien de Glasharf, que le Glasharmonica tente de se faire reconnaître à nouveau. Nous avons une nouvelle génération d'interprètes, comme William Zettler ou, pour la France, le multi-instrumentiste Thomas Bloch, qui a réalisé de nombreuses collaborations dans le domaine musical. L'auteur de ma source principale pour cette vidéo, Jean-Claude Chapuis, a lui aussi énormément contribué à la renaissance de cet instrument. Il m'a confié l'avoir découvert à l'âge de 13 ans sans pouvoir en entendre le son, car son existence était relativement rare à l'époque. C'est donc à 15 ans, alors qu'il était déjà dans un projet de construction de viol de gambe et de luth, qu'il décida d'apprendre à souffler le verre, afin de pouvoir construire un Glasharmonica ainsi que tout un orchestre de verre. C'est ainsi que depuis, il possède 5 Glasharmonica et 2 orchestres d'instruments à verre, dont un ensemble nommé Transparence, se produisant sur scène depuis 90, et l'autre installé à la Philharmonie de Paris. Un nouveau répertoire voit le jour, et on a pu les entendre parmi des groupes contemporains, comme Björk, Gorillaz ou Daft Punk, et dans des musiques de films, comme Amadeus, Vol au-dessus d'un nid de coucou, La marche de l'empereur, etc. Je suis sûre que, dans l'avenir, le timbre atypique des instruments de verre sauront séduire les musiciens les plus avertis et qu'ils deviendront de plus en plus populaires et pratiqués. Et je remercie fortement Alain Pachin, qui est particulièrement admiratif des travaux d'Ernest Lamny, mais aussi Thomas Bloch et Jean-Claude Chapuis, qui ont pris le temps de relire et corriger mes travaux sur ces instruments. J'espère que cette découverte ou redécouverte vous a plu. Et en attendant un prochain épisode, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.